Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence VK. Webconférence aujourd'hui consacrée à la M57, organisée en partenariat avec le SNDGCT sur l'initiative d'Isabelle Joly, d'IGS de la communauté de communes du Val-Bria, présidente du SNDGCT 77. Alors, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez déjà le faire via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran, dans le chat. Posez vos questions. Nous ferons un plaisir de relayer et d'échanger avec vous tout au long de cette heure. Notez également que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et vous pourrez donc visionner à nouveau l'événement dans les jours à venir. Alors, notre webconférence aujourd'hui est intitulée « Anticiper le passage en M57 ». L'instruction M57, initialement conçue pour les collectivités uniques de Guyane, Martinique, Corse, Ville de Paris et les métropoles, met en application de manière progressive l'ensemble des dispositions adoptées par le Conseil national de normalisation des comptes publics, le CNOCP. Avec la loi NOTRe, la nomenclature M57 est applicable par droit d'option à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics, et par convention avec la Cour des comptes aux collectivités locales expérimentatrices de la certification des comptes publics. Alors à terme, la M57 a vocation à se substituer, en particulier à M14, M52, M71, qui s'appliquent aux communes, aux départements, aux régions. Alors, il est prévu à l'orée 2024, mais nous y reviendrons bien évidemment avec nos experts, de généraliser le référentiel budgétaire et comptable. Et deux acteurs principaux, donc la Direction générale des finances publiques et la Direction générale des collectivités locales, conduisent les travaux afin de généraliser le référentiel M57. Le passage en M57 nécessite évidemment et nécessairement une préparation, une méthode, une anticipation, notamment sur l'ensemble des délibérations à mettre en œuvre auparavant, concernant les amortissements et les provisions. Là encore, nous allons bien sûr revenir en détail là-dessus. Pour en parler avec nous, nous avons deux intervenants qui nous font le plaisir, l'amitié et l'honneur d'être avec nous. Alors tout d'abord, Monsieur Clément Bousquet. Bonjour Clément. Bonjour à tout le monde. Vous êtes consultant en finances locales et organisation, fondateur du cabinet de conseil CBG Territoire. Vous avez une formation et expertise en droit, en finance et en organisation des collectivités locales. Vous avez notamment été directeur adjoint des affaires administratives d'une ville de 30 000 habitants et chargé des questions budgétaires et comptables des collectivités locales pendant 5 ans à la DGCL, où vous avez pu accompagner de très près l'émergence de la M57. À vos côtés, Monsieur Mohamed Toubi. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous êtes directeur des finances et de la commande publique de la ville de Jarny, en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes diplômé en finances locales et en administration publique. Vous avez été auparavant responsable du budget à la métropole de Metz. Vous êtes par ailleurs formateur auprès du CNFPT pour les questions financières, budgétaires et comptables, et également expert VK, directeur scientifique de la collection finance chez nous, donc sur toutes ces questions finance et budget. Alors, sans plus tarder, entrons dans le cœur de notre sujet. Voilà, vous avez à l'écran, je rappelle que vous avez les coordonnées notamment de Clément Bousquet. J'en profite dès à présent pour signaler à tous nos participants que vous recevrez le support utilisé au cours de cette conférence dans notre mail de clôture. Donc, soyez tranquilles sur l'ensemble des éléments qui seront affichés aujourd'hui. Comment s'y préparer? Peut-être un petit historique du changement, effectivement, et Clément, vous êtes particulièrement bien placé pour nous en parler. Oui, c'est toujours intéressant de savoir dans quel contexte s'est inscrit ce changement et pourquoi ce changement. Alors, d'abord, une situation actuelle que vous connaissez toutes et tous, beaucoup d'instructions budgétaires et comptables, souvent dans les cours de finances publiques à l'université, les finances locales se résument à une litanie d'instructions budgétaires et comptables, la M14, la M22, la M4, la M52, la M61, la M71, et il y en a d'autres. Et donc, cette complexité fait qu'il y a une multiplicité des instructions budgétaires et comptables qui permettent en effet de répondre à chacune des spécificités budgétaires et comptables qui existent dans le secteur public local, mais qui a un grand désavantage, c'est la multiplication
des normes et notamment une complexité quand on va dématérialiser l'ensemble des instructions budgétaires et comptables, notamment avec les flux budgétaires via la DGFiP. Et donc, il a été engagé une volonté de simplification. Cette volonté de simplification également, elle intervient dans un contexte particulier, non pas lié aux finances locales, mais lié aux institutions des collectivités locales. Et je vous invite à comprendre cette émergence. Cette émergence, elle intervient en 2012. Elle intervient au moment où, finalement, il y a des réformes des collectivités territoriales qui sont assez ambitieuses et où on veut qu'une collectivité territoriale exerce des compétences d'autres collectivités territoriales. Et donc, on a un problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas un cadre budgétaire et comptable qui permet à la fois de suivre les compétences de la région, à la fois de suivre les compétences du département et à la fois de suivre le bloc communal. Et cette première émergence, elle intervient où? Avec la fusion de la collectivité du département et de la région de Guyane et la fusion du département et de la région de Martinique. Et donc, on a quoi? On a la première fois la nécessité de créer ce cadre budgétaire et comptable, c'est-à-dire qui permet de réunir les compétences de la M14, de la M52 et de la M71. C'est pour cette raison qu'on crée ce nouveau cadre budgétaire et comptable, cette fameuse M57. Alors aujourd'hui, où ça s'applique cette M57? Ben, ça s'applique déjà dans toutes ces collectivités qui exercent des compétences de plusieurs niveaux de collectivité locale. Alors, je l'ai dit, il y a Guyane et Martinique, il y a la collectivité de Corse, il y a la ville de Paris qui est depuis quelques temps maintenant une collectivité à statut particulier qui est à la fois ville et département. Et puis également dans toutes les métropoles, que ce soit des métropoles de droit commun, hein, c'est-à-dire des EPCI à fiscalité propre, ou que ce soit la métropole de Lyon qui est un département, mais également qui a des compétences du bloc communal. Ça, c'est la solution logique, c'est-à-dire c'est parce qu'il a fallu qu'on change le cadre budgétaire et comptable tout simplement pour suivre différents niveaux de compétences. Mais il y a toujours cette idée qu'il fallait aussi simplifier. Et pour simplifier, il a été décidé au moment de la loi NOTRe de dire cette M57, on va permettre à chaque collectivité qui est volontaire de pouvoir l'adopter. Et donc, pendant les débats parlementaires qui interviennent dans la loi NOTRe, ce n'est pas du tout dans le projet de loi initial, mais c'est en cours de débat, en cours de discussion, il y a des échanges avec des associations d'élus, avec la DGFiP, avec la DGSTL, avec les cabinets ministériels de l'époque, et il est décidé d'introduire un amendement pour permettre cette possibilité que l'ensemble des collectivités locales, quelle que soit leur taille, puissent recourir à ce droit d'option. Et il y a un débat à l'époque, parce qu'à l'époque, il y a plutôt une idée qui est de dire on va réserver cette M57 aux grandes collectivités, c'est-à-dire aux collectivités de plus de 10 000 habitants, et pas aux collectivités de petite taille, si vous me permettez l'expression. Et puis finalement, l'amendement laisse ouvert à toutes les collectivités, de toutes les tailles, et on va voir dans quelques instants avec les chiffres que ce sont surtout les collectivités de petite taille qui se sont emparées de ce droit d'option. Alors, aujourd'hui, ce résumé, il est le suivant. Donc, avant la loi NOTRe, il y a systématiquement cette multiplicité d'instructions budgétaires et comptables qui est récapitulée dans ce tableau. Après la loi NOTRe et la loi 3DS qu'on va voir dans quelques instants, qui est revenue préciser certains éléments, on a la possibilité d'appliquer la M57 dans de nombreux cas, sauf dans 2 cas. C'est pour les services médico-sociaux où la M22 continue à s'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est une instruction budgétaire et comptable qui est quand même pilotée avant tout par les ministères sociaux et pas par la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale des finances publiques, donc qui s'inscrit dans une autre logique. Et puis aussi les services publics à caractère industriel et commercial, alors qu'ils sont bien pilotés, eux, en termes de réglementation par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie, mais avec une difficulté, c'est qu'il y a une spécificité, parce que la M4, vous le savez tous, c'est une logique liée à un service d'entreprise, à un service, à un équilibre économique avec un équilibre financier lié à un tarif, et donc il y a des règles spécifiques qui s'appliquent, et c'est pour ça que la M4 a vocation à perdurer aux côtés de la M57. Et puis à moyen terme, il y a une vraie volonté d'arriver
vraiment sur cette M57 unique pour l'ensemble du bloc qui est décrit dans ce tableau. Alors peut-être à la fin de cette première partie, je vais laisser la parole à notre animateur parce qu'on avait prévu, je crois, un petit quiz, si ça fonctionne. Absolument. Petit problème de régie qui va se résoudre très rapidement. Voilà, nous y sommes. Excusez-nous pour ce petit moment de latence. Nous y sommes. Petite question sondage. Pour vous, participez avec nous. Dites-nous, petite question sondage qui est plutôt en forme de quiz. Dites-nous si la M57 permet de suivre les dépenses de plusieurs catégories en collectivité dans un même budget, dépenses de la commune, de la région, du département, ou est-ce que la M57 permet de remplacer l'instruction budgétaire et comptable M4 permettant de suivre les services à caractère industriel et commercial? Nous laissons quelques secondes pour répondre à cette question. Avant de vous donner les résultats et que je vous invite à commenter, messieurs, bien entendu. Alors, on est à 92% sur la première réponse, à savoir la M57 permet de suivre les dépenses de plusieurs catégories de collectivités dans un même budget. Je crois que c'est la bonne réponse, n'est-ce pas, Clément? Oui, je parle aussi sous le contrôle de Mohamed, mais je pense qu'on est tous d'accord sur cet élément-là. Et la deuxième question, donc, du coup, elle n'est pas bonne, puisque vous l'avez compris, la M4 perdure et également la M22. C'est un point qu'on n'avait pas reprécisé dans le quiz, mais c'est important de l'avoir en tête parce que quand on met en œuvre la réforme, il faut avoir en tête que malheureusement, on aura encore des budgets annexes et que la M4, ça va perdurer, que la M22, ça va perdurer. Donc, M57, ça ne veut pas dire, pour caricaturer, fin des budgets annexes. Je le dis aux directeurs généraux qui nous écoutent, il y aura quand même encore beaucoup de budgets annexes à voter pour certaines collectivités lors des conseils, lors des réunions d'organes délibérants. Poursuivons. Historique et calendrier pour les collectivités locales. Nombre de collectivités M57 que vous avez évoqué tout à l'heure, Clément. Alors là, c'est des chiffres DGFiP qui sont extraits des communications de la DGFiP et la Direction générale des collectivités locales au 1er janvier 2022. Donc on voit quand même essentiellement, voilà, c'est des chiffres qui parlent. On voit que les grosses structures mettent un peu de temps à intervenir, puisqu'on a une région, un centre de gestion et une dizaine de départements. En revanche, on voit que le nombre de communes, alors on a 36 000 communes, mais on a quand même aujourd'hui déjà 5 206 communes. Et quand on fait un zoom sur les communes, on voit que c'est les petites communes, par leur taille en tant que nombre d'habitants, qui sont les plus impliquées dans ce changement de M57. C'est celles qui sont intervenues le plus rapidement, alors qu'on va le voir dans quelques instants, je pense avec Mohamed, c'était une réglementation qui n'était pas tout à fait encore parfaitement adaptée, qui vient d'être adaptée avec la loi 3DS. Pour elle, parce qu'il y avait des obligations un peu compliquées, parce que comme vous l'avez vu, la M57, ça s'est inspiré des grosses collectivités, pour cette fusion des grosses collectivités, et donc il y a eu dans la mise en place quelques ratés, peut-être des obligations un peu trop importantes pour les petites collectivités, mais qui ont été rectifiées dans la loi 3DS. Et donc quand on voit par taille de commune, je crois que c'est la diapo suivante, eh bien voilà, on voit, vous voyez, que quand même les communes de moins de 3 500 habitants sont celles qui constituent le plus grand panel, et on n'a qu'une commune de plus de 200 000 habitants, d'après les chiffres de la DGFiP, qui s'est impliquée dans ce passage en M57. Alors, ensuite, il y a un débat, c'est quand est-ce que ça va être obligatoire? Et il faut mettre les pieds dans le plat, parce que je sais que il y a beaucoup une communication officielle qui vous encourage à passer, et un objectif affiché de la part du gouvernement,
au 1er janvier 2024. C'est un objectif qui est présent dans des communications plus ou moins officielles de l'ensemble des administrations publiques. En particulier, il y a aujourd'hui des objectifs qui sont donnés à vos comptables publics sur anticiper le plus rapidement possible le passage en M57. Et je pense que l'ensemble des directeurs qui nous écoutent aujourd'hui savent bien que leur comptable public leur met la pression pour passer le plus rapidement possible en M57. Alors, il faut quand même rappeler la réglementation, parce qu'il est très clair qu'on ne passera pas obligatoirement en M57 sans une modification de la loi. Et là, on a la loi 3DS qui a été promulguée il y a 15 jours. Et bien, la loi 3DS, elle ne dit pas qu'au 1er janvier 2024, il y aura un passage en M57. Elle ne le dit pas. Elle avait les moyens juridiques de le faire. La loi 3DS, elle est venue préciser certains éléments concernant des points de précision. Mais elle n'a pas pris l'initiative de fixer cette date butoir du 1er janvier 2024. Ça, c'est très important, Clément, parce que c'est effectivement des choses qu'on a pu lire ici et là, de manière pas très précise, mais on avait un peu en tête cette échéance du 1er janvier 2024. Donc, ce n'est pas à caractère. C'est un objectif. C'est un objectif. C'est encourager, et tout le monde vous encourage parce que ça va se faire. Mais c'est un objectif du 1er janvier 2024. Mais la loi 3DS, quand vous lisez la loi, elle ne vous dit pas 1er janvier 2024. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les instances de dialogue entre élus et administration. Alors, il y a le comité des finances locales. Sur les instructions budgétaires et comptables, c'est plus le Conseil national d'évaluation des normes, présidé par Alain Lambert et dont son vice-président est Philippe Laurent, qui a pris position le 9 décembre 2021 et qui a dit qu'ils n'étaient pas hostiles, les élus, à une généralisation à court ou moyen terme de la M57, mais qu'il ne fallait pas se précipiter sur une date butoir qui pourrait mettre en difficulté certaines collectivités. Donc, l'objectif, c'est important. L'objectif, les services déconcentrés de l'État, que ce soit les préfectures et surtout votre comptable public, va vous inciter à passer le plus rapidement possible au 1er janvier 2024. Et vous pouvez, et je ne dis pas qu'il faut forcément attendre une obligation légale, parce qu'en effet, plus vous anticipez, mieux c'est. Et j'ai envie de vous dire, il y a deux situations. Si vos équipes administratives, elles sont stabilisées, si vous avez un bon directeur des finances qui est là depuis quelques temps, où il y a une stabilité des effectifs, allez-y, n'attendez pas. En revanche, si c'est un peu la pagaille au sein de vos services parce que le directeur des finances, il est en partance, il y a une instabilité au sein de vos équipes, vous avez en plus 2 ou 3 gros chantiers qui sont en train d'être menés sur les finances, qui mobilisent les finances sur d'autres sujets, peut-être ne vous précipitez pas. Donc, je vous encourage à prendre ces délais en fonction de votre situation au niveau des collectivités locales pour en accompagner de nombreuses. Je sais qu'il y a des situations différentes. Quand les effectifs sont là, quand tout fonctionne, allez-y, n'attendez pas, parce que c'est vrai que peut-être ça ne sera pas le 1er janvier 2024, peut-être ça sera le 1er janvier 2027, 2030, mais tôt ou tard, on passera à cette simplification. Pourquoi cette simplification? Parce que ça coûte trop cher de maintenir autant de systèmes, tant pour les services de l'État que vous aussi, quand vous payez vos logiciels, il y a tellement de multiplication que ça en devient compliqué. Alors, rappelez ce que la M57 n'est pas, finalement. Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance des fois à dire la M57, c'est plein de choses. D'abord, on dit la M57, alors c'est pas écrit dans le support, mais je vais quand même le dire, la M57, c'est la traduction des avis du Conseil national des comptes publics. Le Conseil national des comptes publics, c'est une instance de dialogue, comme le comité des finances locales, qui donne des avis. Mais le dernier mot, il appartient au pouvoir législatif et au pouvoir réglementaire. Donc, ce n'est pas tout ce qui va être inscrit dans les avis du CNOCP, c'est des avis, mais ils n'ont pas forcément vocation à être traduits à la lettre dans les instructions budgétaires et comptables M57. Et je le dis pourquoi c'est important, parce qu'il y a un avis du CNOCP qui a été donné dernièrement avec un objectif de mise en œuvre au 1er janvier 2024. Mais c'est un objectif et le gouvernement prendra plus ou moins en compte les éléments du CNOCP. C'est des éléments extrêmement intéressants, mais qui généralisent, qui, notamment sur les amortissements, le provisionnement, fait plutôt le droit des sociétés privées et enlève la spécificité des collectivités. Et puis ensuite, il faut bien préciser que la M57, ce n'est pas le compte financier unique
et ce n'est pas la certification des comptes. C'est-à-dire que ça, on est dans une phase expérimentale, on ne sait pas du tout si ça va aboutir ou ne pas aboutir. Et en revanche, c'est vrai qu'il y a une nuance, c'est que quand vous êtes dans le compte financier unique et quand vous êtes dans la certification des comptes, vous êtes obligé d'utiliser la M57. Mais on n'a pas de calendrier aujourd'hui sur la généralisation du compte financier unique et on n'a pas de calendrier, encore moins, j'ai envie de vous dire, sur la certification des comptes, où quand on lit les derniers rapports de la Cour des comptes, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer avant d'aller dans une certification des comptes, et ça sera plutôt à moyen terme. Nouvelle question sondage pour vous qui êtes avec nous. Êtes-vous déjà en M57? Ça nous aidera un petit peu à avoir un petit, en direct, un petit panorama de la situation de chacun. Êtes-vous déjà en M57? Envisagez-vous un passage en M57 avant 2023 pour anticiper l'objectif de passer en 2024, comme nous venons de le rappeler? Envisagez-vous d'attendre l'obligation légale pour passer en M57? Ou enfin, êtes-vous dans la démarche d'expérimentation du compte financier unique? Voilà, je laisse quelques instants pour répondre. J'en profite pour prendre une question qui nous est relayée par Xavier Pirou. Les centres de gestion font-ils partie des établissements concernés? Il me semble qu'on l'a vu, si je ne me trompe pas, oui, les centres de gestion font partie des établissements concernés. Oui, je crois qu'il y en a déjà un qui est passé en M57. Voilà, c'est sur les chiffres qu'on a passé effectivement tout à l'heure. Alors peut-être sur les chiffres, Mohamed et Clément, une petite réaction. Il me semblait voir presque 900, en tout cas 850 structures intercommunales qui seraient passées. Il me semble que c'est un chiffre assez conséquent. Je ne sais pas si vous voulez peut-être en dire deux mots là-dessus. Oui, si, parce que je pense que, comme le disait Clément, pour compléter le propos de Clément, il y a cet objectif de 2024, mais beaucoup d'établissements et de collectivités souhaitent anticiper. Pourquoi? Parce que si on rappelle certains phénomènes du passé qui ne concernaient pas la M57, mais certains processus financiers, comme certains d'entre vous en ont eu certainement connaissance, le protocole d'échange standard version 2, c'est un terme un peu barbare, mais c'était l'échange de flux avec le comptable public. C'était là aussi un objectif depuis 2014. Et donc, là, sur la M57, on a le même processus. Il y a des collectivités qui souhaitent anticiper. Donc, on voit que notamment les intercommunalités, avec deux phénomènes, pression du comptable public, ça Clément en a parlé, mais également des éditeurs informatiques qui mettent, on en parlera ensuite sur la partie pratico-pratique, qui mettent d'ores et déjà en place des outils de transposition et qui peuvent être, ces outils-là, incitatifs au passage à la M57. Donc, il y a aussi des collectivités, comme l'a indiqué Clément, qui sont en expérimentation sur le compte financier unique ou la certification. Donc, je pense que le nombre s'explique par ces différents phénomènes. Et on a quand même sur les intercommunalités souvent des directions qui sont assez structurées, parce que les enjeux financiers sur une intercommunalité sont assez importantes, entre les problématiques des flux financiers entre les communes et les intercommunalités, une connaissance assez fiable de la fiscalité et une connaissance quand même importante de toutes les problématiques budgétaires et comptables qui font que c'est vrai que c'est sans doute des collectivités qui ont voulu anticiper et parfois aussi qui ont voulu montrer l'exemple par rapport aux communes membres. Mais là aussi, ça dépend de l'organisation des collectivités. Si on a des collectivités avec des effectifs assez réduits, des collectivités, voilà, moi j'ai quand même pas mal en clients des intercommunalités. J'en ai une grande majorité aujourd'hui qui restent en M14 et qui n'ont pas encore anticipé l'échéance de la M57. Toutes les EPCI notamment qui ont connu des fusions, des mariages forcés et après parfois des divorces subis, l'unanimité est encore en M14. Preuve que quand le périmètre a changé, on a déjà réglé les problèmes de mariage et de divorce avant d'aller tout de suite en M57. Bien sûr. Alors, les résultats de notre petit sondage qui reflètent ce que vous dites, c'est intéressant. Je pense que ça amènera aussi un petit commentaire de votre part, mais ça reflète ce que vous venez de dire. 5% de nos auditeurs aujourd'hui déclarent être déjà en M57. Donc, nombre assez faible, mais malgré tout 5%. Et 57% envisagent un passage à M57 avant 2023 pour anticiper l'objectif de 2024. Donc, on est vraiment dans cette démarche que vous avez mentionné tous les deux d'anticipation. 34% envisagent d'attendre l'obligation légale pour passer à M57 et enfin 3% plus marginal êtes-vous qui sont dans la démarche d'expérimentation du compte financier unique. Voilà.
Donc, je ne sais pas si ça reflète bien ce que vous venez de dire, en tout cas, hein, ces chiffres. Donc, une forte majorité quand même qui sont déjà dans une démarche d'anticipation. Bien Je ne sûr. sais pas combien il y a de participants, mais je pense que c'est un sondage qui est assez intéressant, hein, qui est un des premiers sondages qui dit le sentiment des collectivités sur les échéances futures du calendrier. Et c'est quand même intéressant de voir qu'il y en a 50% qui veulent anticiper, mais il y en a quand même 30% qui attendent qu'il y ait vraiment une disposition légale pour y aller, hein. Et c'est intéressant. Et quant au chiffre du compte financier unique, c'est plutôt normal qu'il soit bas. Aujourd'hui, on a quand même peu de collectivités locales qui expérimentent le compte financier unique. Alors en plus, quand on expérimente le compte financier unique, on utilise la M57, mais on utilise une M57 particulière, avec des choses particulières et bien plus complexes que quand on passe en M57 de droit commun tel que prévu aujourd'hui dans les collectivités que nous avons citées précédemment. Alors M57, ceux qui changent, rentrons dans le vif, hein, du changement induit par la M57. Alors les grands principes demeurent. Alors peut-être Mohamed là-dessus. Oui, là, on aura vraiment, il y a une sorte de continuité, hein. Vous verrez que c'est dans le détail, des détails qui ont leur importance, que certains changements vont être induits. Quand on va parler de pluriannualité des crédits, de comptabilité d'inventaire, mais en termes de structuration du budget, que vous connaissez, section de fonctionnement, section d'investissement. Donc, on reste sur un principe d'équilibre qui est classique, équilibre réel, bien entendu, avec les règles qui étaient déjà édictées en M14. Il y aura un changement important au niveau des dépenses imprévues. On en parlera par la suite avec Clément, mais en termes de structuration, on est sur une sorte de continuité. Attention, les maquettes budgétaires, elles, vont quelque peu changer, et c'est bien normal. Les maquettes budgétaires, vous pouvez, on vous indiquera des liens en fin de diaporama. Vous pourrez vous connecter, avoir accès à ces maquettes budgétaires si vous souhaitez anticiper, parce que c'est quand même le cœur de l'information financière, et vous verrez qu'elles sont un peu plus détaillées et qu'il va falloir là aussi anticiper, notamment lors du passage, mais on en parlera lors de la partie qui concernera les pratiques de transposition. Et c'est vrai qu'il y a des points qui ne changent pas et qu'on aurait peut-être aimé qu'ils changent. Je pense par exemple à toute la problématique des dépenses qui étaient hier des dépenses d'investissement et qui deviennent des dépenses de fonctionnement. Je pense que beaucoup de DGS s'en aperçoivent. Il y avait par exemple les dépenses de logiciels. Hier, c'était des dépenses d'investissement. Aujourd'hui, c'est des dépenses de fonctionnement. Les achats de voitures, hier, c'était souvent des dépenses d'investissement. Demain, c'est des dépenses de fonctionnement parce qu'il y a de plus en plus de collectivités qui deviennent locataires. Et bien, tous ces sujets-là ne sont pas traités par la M57, même si je sais que ça vient changer les équilibres budgétaires. Et il n'y a pas non plus de simplification sur l'affectation du résultat. Il y a toujours le 1068 qui demeure. Il y a toujours la reprise de l'excédent 023, parce que je sais que les DGS sont souvent confrontés à devoir expliquer ça aux élus. Et il n'y a toujours pas de lien entre les indicateurs financiers que sont l'épargne brute et l'épargne nette et les indicateurs des 1068 et de la reprise de fonctionnement. Donc ça ne sera pas réglé dans le cadre de la M57, en tout cas au moment où je vous parle. Alors, des modifications essentiellement techniques, hein, Mohamed, au-delà des grands principes. Oui. C'est ça, des modifications techniques qui vont concerner la fongibilité des crédits, qui vont concerner également la pluriannualité que vous pouvez mettre en place par le biais, on le verra, d'un règlement budgétaire et financier qui intégrera un règlement, plutôt des règles qui ont trait aux autorisations de programme et aux autorisations d'engagement. C'est quelque chose quand même de très important, la pluriannualité des crédits budgétaires. Le règlement budgétaire et financier qui est une obligation réglementaire pour les communes ayant plus de 3500 habitants et surtout, et on va le voir beaucoup plus en détail, le changement de compte par nature. On aura ici quelque chose de beaucoup plus affiné en termes de plan comptable. Donc, on sera à la frontière de la comptabilité extra-comptable ou de la comptabilité analytique. C'est selon, à ne pas confondre avec la comptabilité analytique, hein, mais on aura déjà, via le plan comptable M57, quelque chose de très détaillé. Et comme on vous l'avait indiqué en début de webinaire, on a également une évolution sur le plan la ventilation fonctionnelle, autrement dit sur les fonctions. Les fonctions qui jouent un rôle quand même très important parce qu'à un moment, vous avez besoin de votre comptabilité par nature et vous avez besoin également de votre comptabilité fonctionnelle. Suppression du compte 1069, c'était lors du passage, là, on fait un peu d'histoire, à la M14. Donc là, il faudra faire un apurement du compte 1069 qui n'existera plus. Donc, c'est une opération d'ordre budgétaire en lien, bien entendu, avec votre comptable public.
à un moment, quand vous envisagerez de passer à une transposition effective, de toute façon, vous allez le voir par la suite, il faudra, avant de passer à la M57, obtenir un avis de votre comptable. Et au moment de la production de cet avis-là, il vous indiquera qu'un certain nombre d'opérations sont à passer relativement au compte 1069. Voilà. Donc, sur la fongibilité des crédits, donc, vous avez la possibilité, je rappelle ce qu'est la fongibilité des crédits, c'est la possibilité de passer d'un article à un autre. Donc là, il y a beaucoup plus de facilité, ce qui peut, comment dire, être un point positif, étant donné la rigidité quelquefois de certains chapitres budgétaires. Un changement au niveau des dépenses imprévues, il sera nécessaire d'avoir des autorisations d'engagement et des autorisations de programme. Et surtout, et on en parlera par la suite, l'édiction, l'élaboration d'un règlement budgétaire et financier. Donc là, ce qu'on vous dira, ce qu'on vous indiquera, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une obligation réglementaire. Il faut véritablement faire de ce règlement un élément important, central du processus financier et budgétaire dans votre collectivité. Il faut profiter du passage à l'EM57 vraiment pour édicter les différentes règles qui vont concerner le vote du budget primitif, le compte administratif, les décisions modificatives de crédit ou même, par exemple, l'ordonnancement des dépenses et des recettes ou pourquoi pas, en fonction de la taille de votre entité, de votre établissement ou de votre collectivité, une sorte de matrice des responsabilités, autrement dit, pour savoir qui contrôle quoi en termes de dépenses, en termes d'engagement ou en termes de liquidation. Merci Mohamed. Nouvelle question sondage pour vous, chers participants. Alors, là, il s'agit d'identifier, nous avons 3 réponses, il s'agit d'identifier la mauvaise. Allons-y sur ce petit quiz. Je peux continuer à utiliser la procédure des dépenses imprévues si je ne gère pas mon budget en APCP. Je répète, la première réponse, je peux continuer à utiliser la procédure des dépenses imprévues si je ne gère pas mon budget en APCP. Deuxième possibilité, les nouvelles règles d'APCP s'inspirent de celles des régions et le fonctionnement est déterminé par le règlement budgétaire et financier. Il faut veiller à rédiger un règlement budgétaire et financier adapté au fonctionnement de sa collectivité. Enfin, troisième solution, les codes fonctionnels vont changer. En effet, la présentation fonctionnelle permet de suivre les compétences de l'ensemble des collectivités et pas uniquement les compétences du bloc communal. Voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre et puis nous commenterons les résultats évidemment. En attendant, on va rentrer encore une fois dans l'anticipation, dans nos conseils pour bien anticiper cette mise en œuvre de la M57. Quelles sont les étapes indispensables pour anticiper ce passage et nous reviendrons sur les résultats à notre petit sondage. Alors, quelques prérequis avec des dates bien identifiées sur le calendrier. Alors, peut-être, oui, c'est toujours, il faut toujours, on est en mode projet parce qu'on a une date butoir au 1er janvier de l'exercice où on décide de passer en M57. Et donc, par conséquent, il faut faire un rétro-planning. Le rétro-planning est extrêmement important et vérifier qu'on soit bon dans ce rétro-planning. Alors là, on l'a un petit peu, on en a esquissé un petit peu. C'est d'abord définir le périmètre des budgets concernés parce que est-ce que c'est budget annexe? Est-ce qu'on va au CCAS? Est-ce qu'on va à la Caisse des écoles? Et puis, il peut y avoir une question qui n'est pas tout à fait réglée aujourd'hui. C'est est-ce que, par exemple, dans une période intermédiaire, je peux faire mon budget principal en M57 et mon budget CCAS en M14 et mon budget Caisse des écoles en M14 aussi? Ou est-ce que je suis obligé de passer toutes mes entités en M57? C'est pas tout à fait réglé par la réglementation et je vous invite vraiment à travailler avec votre comptable public pour voir ce qui est le plus judicieux. Mais vous voyez, il y a un débat du périmètre. Autant il n'y a pas de débat quand c'est un service à caractère industriel et commercial. Si c'est l'eau et l'assainissement que vous continuez à suivre au sein de votre budget, ça restera de la M4. Si c'est un réseau de chaleur, ça restera de la M4. Mais en revanche, CCAS, Caisse des écoles, est-ce qu'on passe en une seule fois ou en plusieurs fois? Ensuite, de toute manière, donc, ça, vous allez devoir échanger avec le comptable public et il va devoir rendre un avis. Et donc, dans cet avis, sans doute, il préconisera de tout passer d'un seul coup ou peut-être de faire par étapes. Ensuite, il y a le règlement budgétaire et financier.
Alors, le règlement budgétaire et financier, Mohamed, il y a insisté, et je crois il réinsistera. Il ne faut pas simplement faire des copier-coller de nos copies des collectivités avoisinantes. Et là aussi, il faut se poser des questions. Combien de règlements budgétaires et financiers? Est-ce que je peux avoir un règlement budgétaire financier unique que je vote en conseil municipal et qui va s'appliquer au CCAS et à la caisse des écoles? Ou est-ce que chaque entité qui dispose d'une personnalité juridique doit avoir son propre règlement budgétaire et financier? Il me semble que c'est la deuxième réponse qui s'applique parce que, en plus, ce n'est pas tout à fait logique de mettre les mêmes règles de publicité pour un conseil municipal et pour un conseil d'administration du CCAS. Ensuite, il y a un point, on verra, alors rien ne change, mais c'est important de reclarifier. En principe, aujourd'hui, les règles d'amortissement ne changent pas tant que ça, mais votre comptable public va insister souvent pour que vous redélibériez, que vous reclarifiez les fameuses règles sur les amortissements, aussi souvent sur le provisionnement, refaire un point d'étape. Et puis, c'est ce que disait Mohamed, il y a vraiment un travail très important, peut-être même qu'on peut anticiper en amont, c'est celui de la règle du travail sur les logiciels. Vérifiez que avec votre éditeur de logiciels, vous êtes bien en phase. Aujourd'hui, globalement, tous les éditeurs de logiciels vous accompagnent sur la M57, certains de manière plus ou moins pédagogique, mais on ne viendra pas commenter les éditeurs, mais avec une vraie possibilité, en tout cas, qui permet de mettre en œuvre la multiplicité et la complexité de cette M57. Et puis, il y a un vrai travail, ça qui nécessite un vrai travail au sein de vos services, sans doute, et une concertation aussi parfois avec des services qui ne sont pas financiers, avec des services opérationnels, c'est les changements d'imputation comptable. Ce n'est pas la révolution, sauf sur certains points que Mohamed a précisé, c'est-à-dire sur le suivi des immobilisations, où vous avez un plan de compte qui est tellement précis que vous devez vous reposer plein de questions pour savoir sur quel compte vous mettez telle ou telle immobilisation. Sur la fiscalité, ça ne change pas tellement. Sur les dépenses du 0,11, ça ne change pas tellement. Sur les dépenses du 0,12, ça ne change pas tellement, mais c'est vraiment sur la section d'investissement et le suivi des immobilisations que ça change beaucoup. Et ensuite, là où ça change complètement, c'est sur toute la fonctionnelle. Et sur la fonctionnelle, je vais vous dire, on n'y gagne pas. Pourquoi? Parce que la M57, c'est une fonctionnelle qui permet de suivre les compétences du département, de la région, de l'intercommunalité et du bloc communal. C'est du coup plein de compétences. Donc, on est beaucoup moins précis dans la fonctionnelle de la M57 que dans la fonctionnelle M14, où on n'avait que les compétences de bloc communal, donc on pouvait être beaucoup plus précis. Aujourd'hui, du coup, il y a un travail à faire. Quand vous utilisez cette fonctionnelle comme outil de pilotage, ça arrive dans quelques collectivités, eh bien, il faut réfléchir à quelle fonction on va utiliser. Et ça a toujours un marqueur politique, cette fonction. Surtout qu'aujourd'hui, avec la dématérialisation des flux financiers, la DGFiP commence à communiquer. On peut facilement faire des comparaisons de montants par fonction. Et donc, il faut vraiment réfléchir sur quelle fonction on met. Et on sait que la fonctionnelle, ça a quand même un élément subjectif et que la réglementation laisse des marges de manœuvre. Mais il faudra que vous vous posiez cette question parce que la fonctionnelle de la M57 n'a rien à voir, c'est très clair, avec la fonctionnelle de la M14. Et puis, toujours ce fameux apurement du compte 1069. Voilà. Pour compléter le propos de Clément, notamment sur le lien entre le logiciel financier qu'on peut également appeler système d'information financier ou logiciel comptable et la transposition, vous le verrez par la suite, il y a un vrai travail d'anticipation à faire. Moi-même, en tant que directeur des finances et de la commande publique, je suis passé en M57 au 1er janvier 2022. L'anticipation permet vraiment d'atténuer les éventuels soubresauts du début de l'année. On va le voir par la suite. La transposition ne concernera pas que vos articles. Passer, par exemple, affiner un article de 2021 à 2022, à proprement parler, ce n'est pas difficile. La difficulté se situe ailleurs. C'est que dans vos établissements, dans vos collectivités, vous avez ce qu'on appelle des lignes budgétaires. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un compte budgétaire avec un code fonctionnel et quelquefois un code service ou un code programme. Et c'est quelquefois au niveau de cette transposition-là que le travail d'anticipation va être nécessaire. Et là aussi, j'abonde dans le sens de Clément, il va falloir aussi être vigilant aux modules, aux différents modules de gestion des biens ou de gestion de la paye, mais qu'on va voir par la suite. Sur Rétroplanning, on nous pose cette question. Il est bien établi pour un passage au 1er janvier 2023. Oui, tout à fait. Ça. 2023. Hein. On évoque 2024, 2023 sur Rétroplanning pour 2023.
Absolument. Vous y engagez tout de suite en réalité. Voilà, absolument. Anticipation, c'est ce que vous venez de rappeler. Il y a une vraie démarche aussi de communication, d'étroite collaboration avec les élus, les agents, et vous l'avez rappelé aussi, la question auprès des éditeurs de logiciels. Ça, vous l'avez évoqué. Il y a une adaptation du calendrier budgétaire, évidemment. Bien sûr, parce que là, vous, en tant que directeur général ou directrice générale des services, vous savez que le temps budgétaire est assez rythmé. On est en clôture budgétaire, ensuite en ouverture de nouveaux crédits, on prépare le budget primitif de l'année N+1 quelquefois, alors que le budget de l'année N n'est pas totalement exécuté. Et là, principalement, spécifiquement pour le passage de la M57, il peut y avoir une petite période un peu trouble, de turbulence, et c'est bien normal. Vous allez être sur N-1, mettons 2022, sur un budget en M14, que vous allez exécuter en M14. Mais pour ceux qui connaissent un peu les spécificités de l'exécution financière, vous savez que ça ne s'arrête pas au 31 décembre, que vous avez quelquefois une petite journée complémentaire, des rattachements de charges et de produits. Mais vous allez devoir passer en M57 au, mettons, 1er janvier 2023. Donc, vous pouvez avoir comme ça, en fait, une petite période de turbulence qu'il va falloir anticiper. Et là, c'est très technique, très spécifique, mais il ne faut pas minorer ces effets-là. Sur le budget de l'année N-1, vous aurez, vos éditeurs vous le proposeront, deux budgets, entre guillemets. Vous aurez un budget, par exemple, N-1 en M14 pour voter le compte administratif, les résultats du budget N-1. Et vous l'aurez également en M57. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand vous allez voter votre budget N+1 en M57, il faut bien qu'il y ait une comparaison entre N+1 et N. Et donc, si vous avez des articles trop différents, ce sera incompréhensible, voire inintelligible. D'où l'importance d'adapter son calendrier budgétaire en conséquence. Et donc, d'une certaine manière, si vous passez en 2023, pour 2022, vous aurez d'ores et déjà un compte administratif en M14 et en M57. Voilà, exactement. De manière anticipée. Exactement. Et ici, donc, on a une période. En organe délibérant, vous voterez que le M14, mais vous l'aurez dans vos services pour faire les comparaisons utiles d'ores et déjà en M57. Exactement. Et c'est quelque chose quand même de très important. Voilà pourquoi on parle de période de turbulence. Clément en a parlé. Il faut également que vous ayez en tête le plan de charge de vos directions financières. Pourquoi? Parce que ce passage à la M57, c'est un surcroît de charges. Il y a la clôture à gérer. Vous savez que dans le temps budgétaire d'une collectivité ou d'un établissement, généralement, on a quelque chose de très lourd d'octobre au vote du budget, donc on peut tirer jusqu'au mois d'avril. Et là va venir s'ajouter le passage à la M57, avec bien entendu la collaboration du comptable public et la collaboration de l'éditeur informatique, mais c'est vos équipes, c'est l'équipe finance avec les autres services, les services fonctionnels et opérationnels, qui risquent d'être quelque peu mouvementés, notamment en début d'année. Il ne faudra pas louper le coche. Et là, on anticipe, mais mieux vaut anticiper du train de paye, par exemple. On a pris un exemple, le train de paye du mois de janvier, qui, sans le passage à la M57, est déjà très compliqué, parce qu'on a les nouveaux indices, on a de nouvelles modalités. Et donc, le paramétrage, c'est quelque chose de très, très important qu'il faut affiner pour qu'il n'y ait pas de blocage. Alors, le point positif, c'est que quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui sont déjà passées en M57. Donc, vos éditeurs ont eu beaucoup de retours d'expérience. Et notamment sur le paramétrage SI Finance, il y a eu quand même pas mal d'anomalies qui ont été corrigées. Et moi, je me souviens d'un retour d'expérience initial où on était beaucoup moins sûr de nous. C'est quand on a fait passer les collectivités de Guyane et de Martinique en 2012, quand on a fait passer les métropoles où on faisait un chambardement institutionnel et en plus en chambardement budgétaire, et tout s'est bien passé. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait faisable. Il faut anticiper, mais ce n'est pas non plus la muraille de Chine à franchir. Voilà, c'est quand même possible. Oui. Vous vouliez insister, Mohamed, sur l'importance du règlement budgétaire et financier. J'en ai déjà parlé. Clément en a parlé. Attention, même s'il y a d'excellents règlements budgétaires et financiers qui existent, qui ont été votés notamment par de très grandes collectivités, il faut s'en inspirer, mais il faut éviter le phénomène du copier-coller. Pourquoi? Parce que vous avez des spécificités d'exécution et de préparation budgétaire au sein de vos entités. Donc, même si c'est un surcroît de charges, prenez le temps, ce prétexte-là, pour élaborer un règlement budgétaire et financier à la taille de votre collectivité.
avec quelque chose qui permettra d'être compris par les différents services qui sont également des acteurs du processus financier au sein de vos structures. Voilà. Donc, ce sera une obligation pour les collectivités de plus de 3500 habitants. Et attention, hein, il faut que ce règlement soit voté avant la première décision ou en même temps, concomitamment à la première décision budgétaire sous l'ère M57. Quelque chose de très important hein, à noter. Donc, ce n'est pas qu'une obligation, je l'ai indiqué. Il faut vraiment que vous preniez comme prétexte ce document-là pour en faire une sorte vraiment de document important, central, document unique de l'exécution et de la préparation budgétaire au sein de votre entité. Donc, il faut se l'approprier. Donc, ça, je l'ai déjà indiqué. Pas de copier-coller et une vraie inspiration de ce qui peut être fait, de ce qui a été fait par les autres entités. Alors, beaucoup de collectivités s'interrogent pourquoi on a mis en place ce règlement budgétaire et financier qui n'existait pas pour le bloc communal jusqu'à présent. C'est une nouvelle obligation, c'est un nouveau règlement. Alors, ce règlement budgétaire et financier, il a été mis en œuvre parce que la M57, elle s'inspire sur tout ce qui est autorisation de programme et programmation pluriannuelle des investissements sur les règles des régions et des départements. Et en matière de régions et de départements, il y a une grande souplesse laissée aux régions et aux départements en matière de publicité sur les informations à communiquer en matière d'AP et de CP, en matière de pluriannualité. Et donc, cette souplesse, on l'offre aujourd'hui au bloc communal par le passage en M57, mais il y a une telle souplesse qu'il convient que l'organe délibérant délibère et débatte des informations qui doivent être ou non communiquées aux conseillers municipaux, communautaires ou départementaux. Bien sûr. La transposition, on en a parlé, très très important. Il existe des tables de transposition qui ont été établies par la DGFiP, de la M14 à la M57, de la M52 aussi à la M57. Donc c'est le passage, par exemple, d'un compte particulier qui était prévu en M14 à un compte particulier qui sera prévu en M57. Donc ensuite, vos éditeurs informatiques ont accès à ces tables de transposition. Et donc là, il faut à tout prix éviter le traitement manuel de la transposition. Tout doit passer par le système d'information financier pour une meilleure sécurisation. Le traitement manuel, on va le voir, viendra par la suite pour apporter de légères corrections. On le rappelle, on nous pose la question, le SI Finance, c'est le logiciel informatique utilisé. C'est le logiciel, exactement Julien, c'est le logiciel de comptabilité, mais avec différents modules, qui peut contenir par exemple le module de la gestion des autorisations de programme, l'exécution financière, la gestion des biens ou la gestion de l'inventaire. Voilà pourquoi on parle de système d'information finance, de SI Finance. Autre question, hein, on profite pour prendre quelques questions qui nous parviennent. Le cadrage des comptes est-il obligatoire avant la transposition de la M14 à la M57? Le cadrage, c'est-à-dire le cadrage… Le cadrage des comptes est-il obligatoire avant la transposition de la M14 à la M57? Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est bien entendu, via la table de transposition, il faut s'assurer de l'actualisation des différents plans comptables qui interviennent bien au 1er janvier de chaque année. Et surtout, il va falloir faire aucune opération sur l'exercice N+1 avant la transposition. Ça, c'est certain. Voilà. Il faut bien l'anticiper, du coup, avant le 1er janvier 2023, cette transposition. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur le fait qu'il y a une nécessité d'avoir un double compte administratif N-1 en M14 et en M57, même si ce n'est pas explicitement prévu par le législateur de manière fonctionnelle, sinon on ne s'en sort pas. Autre question sur le règlement budgétaire et financier. Est-il obligatoire que lorsque l'on passe en M57? Non. Il peut être obligatoire aussi quand on adopte les autorisations de programme, il faut un règlement d'APCP, mais sinon il n'est pas obligatoire. Donc l'autre spécificité, c'est quand on arrête des autorisations de programme, là il faut un règlement d'autorisation de programme ou une délibération cadre. Mais dans les autres cas, normalement, sous couvert de Clément, il n'y a pas d'obligation pour hors M57 pour le règlement budgétaire et financier. Et il est précisé très clairement que aujourd'hui, quand vous passez en M57, si vous êtes une petite commune et que vous n'utilisez pas les APCP, vous n'avez pas besoin de règlement budgétaire et financier. Si vous passez en M57 et si vous utilisez les APCP, quelle que soit la taille de votre collectivité, vous êtes soumis à utiliser le règlement budgétaire et financier.
Mais le législateur a introduit une souplesse pour les petites communes en disant, si j'ai bien compris, hein, et là l'interprétation sera sans doute précisée par la DGCL dans les prochaines semaines, si vous êtes vraiment une petite commune et que vous utilisez les APCP, vous pouvez fonctionner comme en M14, mais quand vous n'êtes qu'une petite commune de moins de 3500 habitants. Voilà. Et en M14, il y avait des délibérations cadres. Le mot règlement budgétaire et financier n'était pas employé de manière aussi claire qu'en M57. Mais c'est vrai que, comme le dit Mohamed, il y avait obligatoirement quand même des délibérations à prendre, de clarification et de suivi. Et souvent, moi, je conseillais, même si ce n'était pas obligatoire, de faire ce règlement budgétaire et financier pour que chaque élu puisse se repérer dans ces APCP, parce qu'on sait bien, ça peut être vite complexe et c'est toujours dangereux quand les règles ne sont pas bien édictées. Et il est très clair que les règles édictées par la réglementation sont rarement suffisantes et il faut donner plus de règles de publicité en interne. Poursuivons sur la transposition et nous reprendrons en toute fin encore quelques questions qui nous parviennent, et poursuivons sur la transposition, sur les conditions de la transposition. Les conditions de la transposition, donc à un moment, c'est vrai que vous allez devoir, et Clément l'a indiqué, avoir un exercice N-1, M14, M57 pour les comparaisons, et c'est au passage, en 2023, que vous aurez la transposition effective. Donc attention, en 2023, on ne fait pas d'écriture, pas de mandat de dépenses ou de titre de recette avant la transposition effective. Sinon, votre environnement ne sera pas en M57 et ça peut poser problème. Donc il y a une vigilance pour l'effectivité des flux N-1. Donc, c'est plutôt les mois de décembre et les mois de janvier, mois de décembre 2022 dans le cas d'espèce et janvier 2023 qui peuvent être un peu turbulents, donc il faut les anticiper. On voit ensuite les risques d'une transposition non maîtrisée. Il est important d'en parler. Attention, prenez le temps. Prenez le temps, quitte à bloquer un peu le train d'ordonnancement pendant quelques jours pour avoir une transposition qui est claire, avec une correction des différents comptes budgétaires, des codes fonctionnels, des lignes budgétaires, plutôt qu'envoyer des flux au comptable public qui ne seraient pas sous un environnement M57, qui serait bloqué. Et là, vous risquez en fait d'obérer carrément votre processus financier. Je le dis souvent, mieux vaut bloquer un processus financier pendant 1 ou 2 ou 3 jours plutôt que pendant 3 semaines. C'est ce qui peut arriver, hein. En cas d'une transposition non maîtrisée, si vous devez tout détricoter, notamment si vous avez énormément de mandats et de titres de recettes, vous pouvez être confronté à un vrai problème de flux financiers à transmettre. Voilà. Ensuite, et là, c'est plutôt quelque chose de stratégique, il y a souvent un écueil. On pense souvent que la M57, pardonnez-moi le terme, c'est un peu l'apanage des finances ou des postes comptables dans une collectivité. La réponse est non. La réponse est non, il faut vraiment une appropriation sans qu'il soit expert des autres services, notamment en fonction du degré de déconcentration de la fonction financière. Si vous avez par exemple des correspondants administratifs et financiers qui effectuent des bons de commande avec des lignes d'engagement, eux seront concernés également par la M57. Donc, il faut éviter que la M57, bien entendu que le processus peut être piloté par la direction financière en collaboration avec la direction générale, mais il faut également associer en étroite collaboration les autres services de l'entité pour qu'il y ait une vraie appropriation de la démarche. Et souvent, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de services qui ne sont pas sensibles à l'imputation comptable ou qui ne sont pas sensibles au lien entre le bon de commande et la facture reçue. Et tout ça fait à la fin qu'on a une comptabilité qui n'est pas fiable. Donc, c'est vraiment un point important de travailler en lien avec des services opérationnels, notamment les services qui font les engagements et les bons de commande, qui ne sont souvent pas la direction des finances dans de nombreuses collectivités et qui choisissent l'imputation comptable. Bien sûr. Et l'autre écueil à éviter, c'est de laisser un peu un service finance isolé qui serait bien entendu, qui est expert de la thématique, mais qui pourrait aussi ne pas comprendre aussi les attentes des services opérationnels. Et ici, pour compléter le propos, vous avez aussi l'interface avec les autres modules. Attention, le passage à la M57 ne concerne pas que le logiciel de comptabilité. Donc, pour aller vite, le logiciel qui vous permet d'émettre des mandats de dépenses et des titres de recettes. D'autres modules sont concernés. Un logiciel facturier, par exemple, qui aurait une interface avec le logiciel de comptabilité, le logiciel de paye, bien entendu, où un certain nombre de comptes du chapitre 012 sont renseignés, pré-renseignés. Et aussi les logiciels d'inventaire qui, quelquefois, sont des logiciels qui sont
interfacé avec le logiciel de gestion financière qui permet notamment l'exécution des flux d'amortissement ou de cession. Voilà. Alors, dernière partie à aborder, hein, les étapes préconisées pour améliorer le suivi des finances de la ville. Et là, on est sur quelque chose qui, effectivement, va aussi intéresser de très près tous les directeurs généraux, hein, qui nous suivent. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 11h15. Donc, on va aborder cette partie, puis prendre encore quelques questions en conclusion. Alors là, on ouvre une partie qui n'est pas obligatoire pour passer en M57. C'est très clair que tout ce qu'on vous dit là, si vous ne voulez pas le faire, ça ne devrait pas vous bloquer pour passer en M57. Mais ce qu'on va vous dire là, on pense que c'est important que vous l'ayez en tête pour arbitrer en tant que DGS, en tant que directeur des finances, de dire ben, peut-être je passe en M57. Tout ce qu'on a vu précédemment, c'est obligatoire. Mais là, c'est de se dire, est-ce que le passage en M57 ne doit pas me permettre de m'interroger sur certains points qui sont problématiques et où j'ai aucune vision. Et donc finalement, c'est de dire, j'ai peut-être des risques financiers que je ne maîtrise pas, et ce passage en M57, le travail du passage en M57, je peux en profiter pour régler ces problèmes historiques. Alors c'est quoi ces problèmes historiques? D'abord, souvent dans plein de collectivités que je rencontre, il y a une difficulté de savoir quelles sont les immobilisations qui ont vocation à faire l'objet d'un amortissement et celles qui n'ont pas vocation à faire l'objet d'un amortissement. Globalement, on n'a pas de ligne claire d'établissement. Et on fait ça un peu à la va-vite, un peu en fonction des habitudes, parfois en fonction des contraintes budgétaires, mais on ne sait pas vraiment si on respecte la réglementation. Et souvent, il faut attendre les avis des CRC, des chambres régionales des comptes qui vous disent que ce n'est pas bien et donc du coup, vous y retravaillez. Donc ça, c'est un point qui est important. Et un deuxième point qui est de plus en plus important, notamment avec le développement de l'intercommunalité, c'est savoir si les biens qui sont mis à disposition de l'intercommunalité ou d'un syndicat sont bons au niveau comptable. Est-ce que les PV de mise à disposition ont été bien faits? Alors souvent, c'est le cas, mais est-ce que ça a été traduit comptablement? Et est-ce que tout a été bien fait pour que finalement, la piscine qu'on a mis à disposition de l'intercommunalité, l'ensemble des immobilisations de cette piscine, il y ait bien eu les écritures comptables qui aient été faites pour les mettre à l'intercommunalité. Troisième point qui est important, c'est les créances impayées. Alors ça, je sais que ça varie beaucoup de vos relations avec le comptable public. Il y a des comptables publics qui vous relancent très régulièrement, qui vous donnent des états quasiment chaque mois, des créances qui n'a pas réussi à recouvrir. Et puis, il y a des endroits où on sait qu'on a des créances impayées, mais on ne s'en préoccupe pas beaucoup. Il faut rappeler qu'il y a une obligation pour tout niveau de collectivité de provisionner, quelle que soit la taille de la collectivité. C'est quoi la créance impayée? C'est quand vous avez émis une facture, ça apparaît comme une recette dans votre compte administratif, mais on n'a jamais eu la recette au niveau de la trésorerie. Donc, c'est extrêmement important de faire ce travail et de voir s'il y a un risque ou s'il n'y a pas un risque. Quatrième point, c'est les comptes 23. Alors là, c'est très technique. Les comptes 23, souvent, vous les utilisez quand votre bien est en cours de construction. Mais moi, je m'aperçois dans plein de collectivités que les comptes 23, ils ne sont jamais apurés. Donc, on arrive avec des millions en compte 23, ce qui sous-entend que vous n'avez jamais considéré que vos investissements ont été terminés. Ça vient, c'est bien, je pense que quand on passe en M57, et souvent votre comptable va vous alerter, s'il y a des montants trop importants inscrits au compte 23, il faut les apurer pour les mettre au compte 21, au compte 22, et surtout pour que ça puisse faire l'objet d'un amortissement. Ensuite, il y a deux autres points qui sont plus stratégiques, plus politiques pour moi. C'est d'abord être en capacité de vérifier la pertinence de votre comptabilité analytique. Beaucoup de directeurs généraux des services me disent « moi, je veux une comptabilité analytique fiable ». Puis quand je sors du logiciel informatique, les mandats, le détail des mandats, le détail de grands livres de la comptabilité analytique, on voit qu'on est à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réfléchi à comment on impute bien les dépenses et quelles règles on applique. Et donc ça, c'est un travail que vous pouvez engager quand vous passez en M57 pour remettre les choses à plat. Et puis, troisième point, c'est celui d'avoir un vrai travail de vision financière. Vous savez, une collectivité, elle passe du vert au rouge et plus elle est petite, très rapidement.
Parce que parfois, vous avez une accumulation de dépenses d'investissement, en plus, en même temps, une accumulation de dépenses de fonctionnement. Et votre collectivité qui était avec des très bons ratios financiers, les ratios financiers se dégradent. Alors, parfois, c'est conjoncturel, mais souvent, c'est structurel. Et souvent, autant en passant un exercice budgétaire du vert au rouge, mais pour repasser au vert, il faut plusieurs années. Pour éviter cet écueil, eh bien, il faut tout simplement avoir des tableaux de prospective financière avec les évaluations des futures dépenses, tant en investissement, ça vous le faites beaucoup, mais aussi en fonctionnement, pour tout simplement avoir un tableau de bord et savoir finalement comment vont évoluer vos recettes, comment vont évoluer vos dépenses et quels vont être vos ratios de solvabilité. Voilà, moi, les conseils que j'ai à donner, mais ce n'est pas obligatoire pour passer en M57 et c'est des préconisations en plus. Mais je pense que quand on est à la direction, il faut se poser la question, est-ce qu'on passe en M57 à minima ou est-ce qu'on en profite pour améliorer notre qualité comptable, pour améliorer aussi notre vision financière? Et donc, je complète juste le propos de Clément. Je ne reviendrai pas sur les différents points qu'il a très bien mentionnés, les points de vigilance qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent être importants en matière de passage à l'M57. Et ça rejoint ce que vous avez sous les yeux à l'instant. Deux thématiques importantes, la formation et l'information. Il ne faudra pas, à proprement parler, mais si vous avez la possibilité de le faire, pourquoi pas organiser des formations en interne, mais des sessions d'information ont une importance fondamentale, notamment par le biais de l'éditeur informatique, pour que, comme je vous le disais précédemment, il y ait une vraie appropriation, notamment par les autres services. Il n'y aura pas à proprement parler de problèmes au niveau de la direction financière, des services financiers, mais il peut y avoir aussi quelques doutes au niveau des services opérationnels, au niveau des services fonctionnels, dont la gestion financière n'est pas le quotidien ou la tâche principale. Donc, il est important à noter qu'il faudra anticiper également le passage à la M57 par le biais de formation ou d'information. Donc, c'est un moment clé de réflexion. Donc là, je rejoins également Clément. Il faudra aussi vous poser des questions sur l'organisation financière. Ça peut être un bon motif de se poser, de s'arrêter, de se dire, voilà, on faisait comme ça en M14. La M57 nous permet quand même d'évoluer au niveau du processus financier, au niveau de la préparation budgétaire, au niveau de l'exécution financière, et par le biais du règlement budgétaire et financier, d'identifier les carences, les anomalies et de proposer des corrections. Donc la M57 aussi permet également ça. Pourquoi ne pas profiter de ce moment-là pour initier une vraie réflexion de l'exécution financière et de la préparation budgétaire au sein de vos entités respectives? Et les spécificités de la comptabilité d'inventaire, Clément en a parlé. C'est vrai que c'est une comptabilité qui est souvent laissée, pardonnez-moi le terme, en jachère parce que il n'y a pas d'automaticité, par exemple, pas forcément de mandat de dépenses ou de titre de recette, mais c'est une comptabilité qui a et qui aura de plus en plus d'importance, notamment par les mises à disposition entre communes et communautés de communes, le fait d'aliéner, de céder des biens, l'aspect juridique aussi du domaine qui est de plus en plus complexe fait que vous devez vous intéresser à la comptabilité d'inventaire par le biais de différentes thématiques. Donc, il peut s'agir des cessions, il peut s'agir des sorties, il peut également s'agir du rapprochement physico-financier entre l'inventaire physique, je ne sais pas s'il existe dans vos entités, et l'inventaire comptable, bien entendu, après l'avoir rapproché cet inventaire comptable de l'actif du comptable public, ce qui est une obligation. Passons à encore des autres questions qu'on n'aurait pas traitées. On a beaucoup de questions, on ne pourra peut-être pas traiter l'ensemble que l'on reçoit, mais à la volée, traitons quelques questions qui nous parviennent et que je vous soumets à tous deux. Alors, par exemple, comment vont se passer les restes à réaliser, hein, le transfert des restes à réaliser en 2022, en 2014 pour le transfert en 2023? Mohamed, peut-être Oui, ben, les restes à réaliser. Vous aurez en fait les restes à réaliser qui seront sur les anciens comptes en M14 qui apparaîtront bien sur votre compte administratif M14. Mais attention, en M57, là, vous serez sur des reports de crédit et là, vous ne pourrez plus utiliser les anciens comptes. Il faudra utiliser les nouveaux comptes vu que vous serez sur un environnement M57. Donc, sur les restes à réaliser, vous allez les transférer. En fait, vous aurez une sorte de doublon. Vous aurez les restes à réaliser qui apparaîtront sous
la comptabilité par nature des anciens comptes au niveau du compte N, et N+1 lors du passage à la M57, là vous aurez les nouveaux comptes et le comptable pourra les intégrer sous environnement M57. Mais alors, le passage n'enlève pas les rattachements et n'enlève pas Ah oui. les restes à réaliser, hein. Il demeure, c'est juste qu'il y a une petite subtilité, c'est que comme il y a des comptes qui sont différenciés, pour qu'ils marchent, il faut faire bien cette transposition. Exactement. Et juste pour compléter le propos de Clément, attention aussi aux rattachements de charges et de produits qui sont potentiellement concernés sur certains comptes. Il faudra bien attendre. Vous savez que quand on fait des rattachements de charges et de produits, il y a une opération sur l'exercice N, une opération sur l'exercice N+1 qui s'appelle la contrepassation. La contrepassation devra attendre le passage effectif à la M57. Ici, voilà, attention, hein, on ne passe pas, on ne fait pas la contrepassation tant qu'on n'est pas passé en M57. C'est très important. On avait une question là-dessus, Mohamed. Alors, je vous la soumets, mais je crois que vous y avez répondu, hein, mais pour les rattachements, nous aurons les rattachements en M14 et les contrepassations sur des comptes M57. Oui. La question est, les éditeurs peuvent faire ces changements de compte entre ces deux exercices? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Non, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut attendre le passage en M57. Oui, bien sûr, Julien. En fait, ils le feront, mais de toute façon, ils vous enverront des tutoriels, des mémos avec pas mal de points de vigilance. Là, ayant passé mon budget principal en M57 au 1er janvier 2022, attention, parce que je sais qu'on a l'habitude maintenant, tout est incrémenté automatiquement. On fait son opération sur N, il y a automatiquement la contrepassation sur N+1. Là, il faudra anticiper. Il ne faudra pas faire la contrepassation. Il faudra attendre le passage effectif, la transposition au niveau de la M57 sur N+1 et ensuite seulement on fait la contrepassation, ce qui permettra d'envoyer le flux au comptable public et d'avoir les comptes qui conviennent, les comptes idoines. Voilà. Autre question, peut-être pour vous, Clément. Question de Laurence Musolini qui nous dit: ne sera-t-il pas également nécessaire de prendre une délibération sur le principe des provisions? Alors, la provision, en principe, c'est obligatoire. On provisionne quand il y a un risque. Pourquoi on est obligé de prendre une délibération sur l'amortissement? C'est qu'on doit fixer des durées d'amortissement. On ne fixe pas des durées de provision. Il y a un point où il faut quand même toujours clarifier. Alors là, on rentre dans la technique de la technique. C'est la possibilité du provisionnement budgétaire ou semi-budgétaire qui va demeurer pour les communes notamment, hein, parce que c'est les communes et les intercommunalités qui ont cette possibilité. Alors, je ne vais pas rentrer dans la distinction entre semi-budgétaire et budgétaire, mais cette possibilité-là, elle perdure et en principe, en début de mandat, vous devez préciser si vous êtes en budgétaire ou en semi-budgétaire. Si vous l'avez déjà précisé en début de mandat, vous ne pouvez pas y revenir dessus. Alors souvent, budgétaire ou semi-budgétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en semi-budgétaire, la provision, c'est vraiment un argent qui est bloqué dans un coffre-fort de la trésorerie, de la DGFiP, si vous me permettez. Quand on est en budgétaire, en réalité, c'est que ça nous permet, d'une certaine manière, d'emprunter pour financer ma provision. On va prendre encore une, voire deux questions avant de conclure. Question sur le budget principal. Alors, si le budget principal est voté en M57, les budgets annexes peuvent-ils être votés en M57 simplifié? Alors, pardon, je vais reformuler la question pour être plus précis. Si le budget principal est voté en M57 développé, les budgets annexes peuvent-ils être votés en M57 simplifié? Le choix devant être précisé dans le règlement financier, et cela concerne un département. Sur ce sujet, moi j'ai envie de vous dire joker pour l'instant. Parce qu'il y a quand même un décret d'application qui va venir préciser la loi 3DS et ces points-là, je pense, vont être précisés soit par décret, soit par instruction. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on n'avait qu'une M57 développée et la M57 simplifiée vient d'apparaître dans les dernières semaines. Donc, je préfère pas vous dire oui, vous pouvez y aller. Reconsulter avec la préfecture et je pense que ça va être clarifié dans les prochains jours. Donc désolé, joker, sauf si Mohamed a la réponse, mais moi je préfère faire joker. Je suis d'accord avec Clément, c'est vrai qu'attention, sur la M57, on est, comme le disait Clément, la M57 abrégée a fait son apparition, on est encore sur quelque chose d'embryonnaire. Hein. Au fur et à mesure, des précisions seront apportées, notamment, je pense, vraisemblablement sur le second semestre 2022.
Merci à tous deux. Je vais rappeler pour conclure le petit résultat de notre dernier sondage. Je vous rappelle, il s'agissait d'identifier la mauvaise solution. C'était bien, je peux continuer à utiliser la procédure des dépenses imprévues si je ne gère pas mon budget en APCP. Donc ça, peut-être un dernier petit commentaire, mais c'est pas possible. Et c'est pas tellement beaucoup de collectivités le regrettent parce que beaucoup de collectivités avaient l'habitude de gérer en APCP et c'est vrai que c'est de gérer en dépenses imprévues et les collectivités qui gèrent en dépenses imprévues et qui n'ont pas d'APCP vont devoir renoncer à ces éléments de dépenses imprévues et vont devoir se rabattre sur ce système de fongibilité entre chapitres budgétaires. Parfait, quelques ressources que vous pouvez trouver, d'informations complémentaires. Voilà, vous avez quelques sources qui sont listées ici. Je vous rappelle, vous retrouverez le support dans notre mail de clôture. Vous retrouvez bien entendu pour nos abonnés, aussi pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter, l'Intégrale Finance VK, sur laquelle Mohamed intervient quotidiennement, je dirais, sur toutes ces questions financières et budgétaires. Les fiches VK, je vous ai mis en exemple la fiche concernant la M57 toute récente. Et puis, arrêtons-nous 2 minutes avec vous, Mohamed, sur un moteur de recherche M57 que vous avez vous-même développé pour VK. C'est ça, parce qu'en fait, en tant que directeur des finances, je me suis rendu compte que pour pas mal de gestionnaires des crédits, il y a souvent un doute. Où j'impute, par exemple, de l'alimentation, où j'impute, par exemple, sur quel compte j'impute une dépense qui a trait à la voirie. Et souvent, ça peut poser problème, c'est une perte de temps au moment de l'ordonnancement des dépenses et des recettes. Donc, on l'avait fait sur la M14, et là, c'est tout nouveau. On a créé un moteur de recherche M57 qui va rentrer dans une logique performative où vous pouvez, en tapant un mot-clé, trouver le compte qui convient assez rapidement. Donc, à un moment, franchement, cet outil est très utile. Il a été testé par pas mal de collectivités et il permet notamment aux gestionnaires d'exécution financière de gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que vous n'avez plus de doute, vous retrouvez le compte qui convient assez rapidement. Et dans un deuxième temps, cet outil sera développé pour intégrer aussi pas mal d'écritures budgétaires, financières, qui vous permettront là également de gagner du temps. Donc, je vous invite et je vous incite vraiment à le consulter et à l'utiliser parce que c'est un outil qui permet de gagner beaucoup de temps en termes d'ordonnancement. Voilà. Merci Mohamed, découvrez-le, c'est vraiment quelque chose de très utile comme outil, alors développé de manière inédite pour VK. Merci encore Mohamed pour cet outil qui correspond bien à ce que l'on souhaite faire, être aussi dans l'accompagnement au quotidien de nos abonnés. Merci à tous pour votre attention. Tout d'abord sur ce sujet M57, comment l'anticiper. Merci à notre partenaire, le syndicat des DG, en particulier à Isabelle Joly, que je salue. Merci à Célie Fabriano à la régie aujourd'hui. Puis bien sûr, merci infiniment à nos deux intervenants. Je vous rappelle Clément Bousquet, vous êtes consultant à CBG Territoire, et Mohamed Toubi, directeur des finances et de la commande publique à la ville de Jarny. Oui. Vous retrouvez les coordonnées de Clément Bousquet, je l'ai mentionné, mais vous le retrouvez sur le support si vous voulez entrer en contact avec Clément et son cabinet. Vous recevrez le support très bientôt et le replay qui sera disponible aussi très rapidement sur la VK TV. Merci à tous une nouvelle fois. Je vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous, une prochaine webconférence VK dans une semaine, le jeudi 17 mars à 11 h. La webconférence sera intitulée « Comment faire de la cybersécurité une nouvelle priorité politique pour les collectivités locales ». On est sur un sujet on ne peut plus actuel à ne pas manquer donc. Et vous serez en compagnie cette fois de Séverine Bellina à l'animation. À très bientôt. Merci encore et au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Et vous ? Au revoir.